Bien, mesdames, messieurs, rebonjour. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui à l'IREMO Shlomo Sand, qui nous a fait l'amitié il y a déjà un bon moment au début d'être membre du conseil scientifique de l'IREMO. J'en suis très, très heureux et très fier. Alors, je crois que tout le monde le connaît maintenant, Shlomo Sand. Et ce que personnellement j'apprécie d'abord chez Shlomo Sand, c'est cet esprit libre. Et on a bien besoin d'esprit libre dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors on va l'écouter pendant quelques 20 minutes, 25 minutes, et après je crois que ce qui est essentiel dans les configurations qui sont les nôtres, c'est qu'il y a un dialogue avec Shlomo, avec vous. Donc je vais laisser la parole à Shlomo, qui vient donc de sortir, mais tout le monde l'a vu, ce livre, Comment la terre d'Israël fut inventée, après avoir sorti l'autre livre qui a été traduit en 21 langues, hein, Comment le peuple juif fut inventé. Donc ça a été vraiment mondialement diffusé, et c'est, je crois, extrêmement important. Donc on a la chance de l'avoir aujourd'hui un peu pour nous, là. Donc Shlomo, je te laisse la parole avec le micro, etc. Je m'excuse, je suis un peu arrumé, donc le voix un peu bizarre. Et aussi, je m'excuse beaucoup plus, le fait que je ne connais pas assez les langues des indigènes ici à Paris, c'est-à-dire votre langue, mais je vais faire un effort, d'accord? Et j'espère que dans quelques années, après le 4e livre, je pourrai m'exprimer beaucoup mieux en français. Plus près du micro, s'il vous plaît. Voilà. On m'a fait des signes. Hein? Bon, je voulais comme ça. Vous savez, il y a 4 ans, j'ai écrit un livre sur l'invention du peuple juif, parce que je n'ai pas supporté l'idée historique très répandue que les juifs sont une sorte de peuple-race qui a été arraché il y a 2000 ans de sa terre et commençait à errer de le monde entier jusqu'à arrivant à Moscou, enfin U-turn, retourner à leur patrie. Donc l'idée du premier livre était de composer l'essentialisme dans la définition des peuples juifs et critiquer l'utilisation des termes peuple sur les juifs. Terme peuple dans le sens moderne. Parce que vous savez, avant la modernité, on a utilisé complètement différemment le peuple. Il suffit d'ouvrir la Bible et voir comment, de quelle manière on définit chaque chapitre, chaque livre, autrement le terme peuple. Le livre était très critiqué en Israël, beaucoup moins hors d'Israël, très critiqué à Paris, beaucoup moins à Londres, New York, ou Berlin. Mais quand même, on a lu. Moi, on a acheté, je ne sais pas. Maintenant, une des critiques était que mon but politique, idéologique, était couper les rapports historiques des Juifs à leur patrie. C'est-à-dire nier les droits historiques des Juifs sur la terre d'Israël, dite Palestine. Je me souviens être très surprise de cette critique répandue, parce que jamais, tant que j'ai pu me souvenir, je n'ai pas pensé que les Juifs ont le droit sur la terre de Palestine. Pour ajouter dès maintenant, parce que je ne sais pas si je vais revenir exactement de ces propos-là, je ne nie pas aujourd'hui les droits des Israéliens vivre dans leur propre État en Proche-Orient, vous comprenez? Je niais toujours les droits historiques des Juifs sur cette terre. La raison, c'est-à-dire, ce n'est pas revenu l'idée que je pourrais justifier ces droits historiques. Parce que, premièrement, l'origine de la concept droit historique est plutôt des courants des droits politiques en Europe. Et vous, comme Français, vous savez très bien, je donne un exemple d'Alsace-Lorraine. Les Français ont exigé avoir le droit sur Alsace-Lorraine à cause des principes démocratiques. Ça veut dire que le peuple
veut être une partie de la République. Les Allemands ont avancé l'idée des droits historiques sur Alsace-Lorraine. Et je peux donner des autres exemples. Mais comme je n'ai pas jamais cru que les musulmans ont les droits sur l'Espagne, ils étaient chassés. Comme je n'ai jamais pensé que les Indiens actuels, avec tout le malheur qu'ils ont subi, ont les droits sur Manhattan, je n'ai pas pensé que les Juifs, après 2000 ans, ont les droits sur la Palestine. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, je ne suis pas sûr, mais assez sûr, n'accordent pas aux Serbes les droits sur Kosovo. Les Serbes, logiquement, historiquement, ont plus de droits de posséder, de dominer Kosovo que les Juifs possédaient, dominaient les Palestines. Parce qu'encore, il y a 200 ans, pas des Serbes, il n'y avait pas de Serbes à cette époque, mais les orthodoxes chrétiens, les chrétiens orthodoxes avec des dialectes différents serbes, étaient majoritaires à Kosovo. Vous savez ça, non? Donc, le fait de réclamer Kosovo est plus justifiable, si c'est justifiable, que les Juifs sur Palestine. Après 2000 ans. Et après, j'ai découvert que les Juifs n'ont jamais été pas expulsés des Judées et Palestine. C'est-à-dire l'idée répandue que c'est un peuple qui était arraché par force de sa patrie était fausse. Et il n'y a pas aucun livre d'histoire, de recherche, qui prétend que les Juifs étaient expulsés de leur patrie. Parce que les Juifs n'étaient pas exilés. Ils restaient en place. Ça, j'ai abordé dans le premier livre, mais ici, j'ai essayé d'examiner dans ce livre-là, comme suite de la première, deuxième partie, compléter la première, j'ai essayé de comprendre le rapport que les Juifs ont eu avec ces territoires et le rapport du sionisme. Et j'ai compris assez vite que là, comment dire pour être plus parisien, le coupure épistémologique entre judaïsme et sionisme, coupure épistémologique. Bon, de toute façon, le fossé entre le judaïsme historique avec toutes ses expressions et l'idéologie sioniste nationale moderne, pas seulement qu'ils n'ont pas identiques, ils sont opposés. Voilà, donc, en train d'écrire, j'ai appris beaucoup, parce que j'étais forcé relire le passage biblique, découvert que l'idée de patrie n'a pas existé dans la Bible, comme il n'existe pas dans le monothéisme. L'idée de patrie existe dans les polices démocratiques athénéens, dans la République romaine, pas le même sens que moderne, mais ça existe. Mais ça n'a jamais existé dans les livres de la Bible. Et pour souligner quelque chose, si on ne fait pas attention, je ne sais pas si vous connaissez bien ou mal la Bible, j'imagine que vous n'êtes pas des vrais spécialistes de la Bible. Dommage. Mais Dieu ne donne pas cette terre promise comme cadeau définitif. Toute la logique théologique de la Bible par rapport à la terre, d'ailleurs pas la terre d'Israël, mais la terre de Canaan, la terre de Judée, tous les rapports entre Dieu, terre et croyant, est rapport, comment dire, conditionnel. Dieu loue, tu dis louer, très cher, il loue à un prix très élevé la terre aux Hébreux, après la Bible, et à travers toute la Bible, elle rappelle tout le temps, c'est-à-dire Dieu rappelle tout le temps, que cette terre est conditionnée. Si les croyants cessent de croire, s'ils commencent à pécher, ils vont être chassés, exilés. Toute la logique théologique de la Bible, presque toute la Bible, c'est si vous péchez, vous allez vous foutre de cette livre. Et à la fin, qu'est-ce que Dieu fait? Il les chasse. Je parle sur le premier exil biblique, pas l'exil
70 dans notre ère. Vous comprenez, des Romains. Les Romains n'ont pas exilé les Juifs. Mais il y avait un exil babylonien, oui, dans le 6e siècle avant Jésus-Christ. Toute la Bible, c'est un discours dit, oui, je vous donne ça à une condition. Donc, il n'y a pas un sens de propriété dans la Bible, qui est la base de l'idée des territoires national dans la modernité. Vous comprenez ça? Ça, à propos du jéhovisme biblique, mais je n'appelle pas ça vraiment juif. La Bible n'est pas un livre juif. C'est un livre jéhoviste qui est une base des 3 religions. Mais dans le judaïsme, je parle les Mishnah, les Talmud, il n'y a même pas les mots patrie. Vous pouvez imaginer? Et c'est une large littérature. Les mots patrie n'existent pas. Les rapports entre les humains et la terre n'est pas un rapport patriotique. Et en plus, pour être court, c'est net et clair dans le Talmud. Les Juifs n'ont pas les droits d'émigrer sur cette terre tant que le Messie n'arrive pas. Les Juifs n'ont pas le droit de venir là-bas ou de monter après le lexicon moderne. Tant que le Messie ne vit pas, il peut aller visiter, c'est-à-dire pèlerin individuel, mais pas comme collectif. Et les livres, j'entre en détail pour montrer ça. Tout le monde savait, je n'ai pas découvert quelque chose, sauf dans la technologie de diffusion des savoirs historiques. Même les spécialistes sur un chapitre isolé ne veulent pas admettre sur cette approche générale que j'ai avancée dans ce livre-là. Vous comprenez? Les Juifs n'ont pas eu une patrie, ne voulaient pas aller là-bas. Donc pourquoi il y a l'État d'Israël aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui les Israéliens ont le droit d'être là-bas? Pas exactement la façon qu'ils veulent être là-bas. Je parle sous Bibi Netanyahu, son discours à l'ONU hier. Mais pour souligner les différences entre judaïsme et sionisme, que ce sera clair que les Juifs ne voulaient pas émigrer là-bas, même pas monter, c'est-à-dire comme visite religieuse, pèlerin, il y a très peu. Ce n'est pas comme les rapports des chrétiens avec ces terres saintes. Même pas. Mais l'idée, et c'est intéressant, sioniste, moderne, se cristallise dans le milieu chrétien. L'idée de retour des Juifs sur leur terre n'est pas une idée juive. Il se pourrait surgir seulement dans le monde chrétien, pas du tout catholique. Ça commence avec les puritains dans le XVIIe siècle à Londres, et ça se développe dans le XIXe siècle avec les évangélistes. Évangélistes. Oui. Ils existent jusqu'à aujourd'hui. C'est une de ces portes les plus importantes aux États-Unis pour la politique de Bibi Netanyahu. Il y a 60 millions d'évangélistes aux États-Unis. C'est pas mal, hein? Donc le lobby pro-sioniste à Washington, il ne faut pas croire que c'est seulement composé d'Américains d'origine juive. Maintenant, retourner, l'idée de retour des Juifs, c'est une idée chrétienne. Parce qu'ils n'ont pas eu de problème avec le Messie. Parce que chez les catholiques, chez les chrétiens, le Messie est arrivé déjà, non? Oui. Des millions croient ça. Chez les puritains, plutôt chez les évangélistes, l'idée sioniste était qu'avant les nouvelles rédemptions, comme une partie de l'Apocalypse qui va précéder la rédemption, les nouvelles rédemptions, les Juifs doivent être, comment dire, ramassés en Palestine.
l'idée forte du sionisme évangéliste était qu'il faut amener tous les juifs sur la terre sainte. Après, 2 tiers vont mourir, 1 tiers va être christianisé et la rédemption va commencer. Inch'Allah, on pourrait ajouter les musulmans, mais à toute façon, pour faire ça clair, l'idée sioniste, au début, n'est pas juif de tout, c'est chrétien. Et se développe jusqu'à cette lettre connue de Lord Balfour, à 1917. Je ne peux pas entrer parce que je dis que je serai court, mais cette idée évangéliste, c'est une des supports de déclaration des foyers juifs à 1917. Évidemment, il y a cette déclaration des foyers juifs, il y a aussi des intérêts de l'impérialisme britannique. Il y a aussi des facteurs antisémites, parce que Balfour ne voulait pas trop de juifs émigrés de Russie qui arrivent à Londres. Mais le composant idéologique est très important. Que le destin des juifs, c'est aller le plus vite en Palestine pour avoir la rédemption. Le sionisme juif commence seulement à la fin du XIXe siècle. Et pour vous donner un chiffre pour tout le monde religieux, juif organisé, qui est d'ailleurs la majorité encore à la fin du XIXe siècle dans le monde juif, tout le monde rabbinique s'oppose au sionisme. Tous les courants. Les réformes, très très anti-sionistes. Les orthodoxes, avec les courants chassidiques et les autres courants, tous anti-sionistes. Un petit groupe marginal, excepté Herzl et les suites, entre les religions. Ça veut dire le monde juif à cette époque, des bouddhistes jusqu'à les rabbins sont anti-sionistes. Donc, il faut ne pas oublier que ce n'est pas l'idée de retour, ce n'est pas le sionisme qui est la base de l'existence et d'établissement d'État d'Israël. Et pour graver de votre mémoire, Herzl voulait faire réunir les sionistes dans le premier congrès à Munich, en Allemagne. Les rabbins ont attendu ça, et les grands rabbins ont signé une pétition. Entre 80 grands rabbins allemands, juifs allemands, 78 ont signé qu'ils n'acceptent pas qu'un congrès sioniste sera sur le sol allemand, sur la terre allemande. Et le pauvre Herzl a dû déménager, malgré les préparations, le congrès à Bâle, qui était une ville. Heureusement, hein? Si vous savez qu'est-ce qui s'est passé plus tard, 30 ans après, moins de 30 ans après à Munich. Donc le sionisme n'a pas surgi à Munich, mais à Bâle. C'est très important. Mais quand même, ce sionisme qui était en marge du monde juif du début du XXe siècle a arrivé d'établir un État en 1948. Cet État, c'est un fruit, pas d'idéologie sioniste, pas de, comment dire, de droits historiques juifs sur la terre, parce que la majorité des juifs ne voulaient pas aller, mais comme l'Europe a craché les juifs, ça commence avec l'Empire russe, ça continue avec les Shoah, la base de cet État israélien, c'est le malheur juif, pas le droit historique juif. Les bases, pas morales, c'est-à-dire comme fait historique, vous comprenez, je ne justifie rien, je dis seulement que les bases de création de l'État d'Israël, c'est le malheur juif, après que l'Europe a craché ces juifs. Et les États-Unis a arrêté l'accepter en 1924. Si les États-Unis n'auraient pas fermé ses portes devant cet émigré juif malheureux, je ne crois pas que l'État d'Israël était né. Je m'arrête ici, s'il y a des questions,
Je vais répondre, sinon je vais continuer. Une menace. Je crois que vous avez des questions, vous allez avoir des questions. Justement, à propos de la décision de... Mais pour que tout le monde entende bien, je vais vous passer un micro. Après, vous pouvez passer des questions. À propos de la réglementation de l'immigration juive aux États-Unis, est-ce que c'est une décision politique qui a été influencée par les évangélistes aussi pour favoriser l'immigration en Palestine? Non, plusieurs questions, ou bien comment on fait? La même question. Oui, c'était quand? Vous faites passer le micro? 1900, non, il y avait deux étapes. En 1921, il y avait un certain arrêt. 1924, c'est complet. La raison n'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire politique? C'est une décision juridique politique, évidemment. Il y avait des problèmes avec l'immigration, il y avait beaucoup de protestations dans l'Est. Tellement de gens pauvres, pas anglo-saxons, pas protestants, d'émigrer comme ça ouvertement. D'ailleurs, il y avait... Vous savez qu'entre les premiers pogroms en Russie jusqu'à 1924, il y avait 2,5 millions de Juifs qui ont émigré vers les États-Unis, vers l'Amérique, surtout vers les États-Unis, vers le continent américain, parce qu'il y a ceux qui ont allé à Buenos Aires, mais 2,5 millions. À cette époque, il y avait à peine 30-40 000 qui ont émigré en Palestine. Pour savoir qu'est-ce que ça, cette rêve juif sur la Palestine, comme c'est gravé dans la déclaration d'État d'Israël. 2,5 millions. À 24, ils ont décidé que ce n'était pas contre les Juifs. C'était contre... aussi, ça touchait aussi l'immigration italienne. D'accord? Et il y avait des difficultés aussi économiques après la Première Guerre mondiale qui a créé... Il y avait aussi la répression contre les socialistes, communistes, anarchistes européens qu'on a bien voulu refouler vers l'Europe. À cette époque-là, c'est un facteur qui a compté. Oui, vous savez qu'à cette époque, contrairement à aujourd'hui au Paris, il y avait beaucoup de juifs qui étaient socialistes, anarchistes, toutes les couleurs. Vous savez, ça a disparu, mais c'est... Oui, merci. Donc, vous savez, à cette époque, des Sacco 27 et tout ça, on a eu peur de... Faites passer le micro, s'il vous plaît. Allez-y, puisque vous avez... Oui, bonjour, Mohamed Ali Adraoui de Sciences Po. J'aurais des questions rapides, si vous voulez bien. Vous avez parlé dans la généalogie du sionisme de l'influence de l'évangélisme. Non, je n'ai pas autorisé les mots influence. Poids déterminant, ça vous va? Et non, c'est très intéressant. Je n'ai pas complété la recherche. C'est très important, je dis ça. Je n'ai pas trouvé vraiment... D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le mot influence. Parce que chaque fois, c'est une autre signification. Chaque fois, il faut réexpliquer cette verbe. Oh, mot. Vous avez une cristallisation, alors. Ça va? Cristallisation. Il y a un problème que je crois que la naissance de l'idée sioniste au centre-Europe et l'Europe de l'Est n'a pas un rapport direct avec... La rencontre est en 1917. Mais il faut le regarder comme deux phénomènes qui vont se croiser. D'accord? Il y a ici et là, en marge, oui, influence présente, l'idée sioniste chrétienne. Comme présence, mais difficile de déterminer exactement le rapport. Ok? Je suis prudent, toujours historien, essaye. Alors, je voulais juste vous soumettre, parce que bon, quand on s'intéresse à la question du sionisme, est-ce qu'il n'y a pas une autre composante, qu'on dirait en France, plus laïque ou plus séculaire, qui est directement liée à la manière dont on pense le nationalisme, par exemple, vous le disiez, en Europe centrale et en Europe orientale. Et on sait aujourd'hui que le sionisme, pour faire bref, est plutôt, pas influencé, mais plutôt dans la famille, si on devait le situer, dans la famille de la manière de penser la nation, par exemple en Allemagne ou en Europe plus orientale, à la différence de la France, qui pense le contrat politique comme un contrat philosophique, une république, alors que la dimension biologique ou du moins ethnique, qu'on retrouve dans le sionisme, est plus à situer dans la famille de ces nationalismes centraux d'Europe centrale ou d'Europe orientale. Est-ce qu'il n'y a pas une coupure épistémologique, une autre, si vous voulez? C'était ma première question. Et une deuxième question qui est très difficile à formuler, et c'est pour ça que je prends beaucoup de précautions oratoires. Est-ce que vous diriez que paradoxalement, et là c'est
quelque chose qu'on a du mal à accepter parce qu'aujourd'hui, l'État d'Israël, sa création a été présentée comme quelque chose de bénéfique, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que vous n'iriez pas jusqu'à dire que paradoxalement, et je mets des guillemets, la création de l'État d'Israël est un processus antisémite? Et le résultat d'un processus antisémite, c'est-à-dire on s'est débarrassé des Juifs pour avoir bonne conscience, tout simplement. Premièrement, je ne sais pas, commencer avec les premières. Oui, dans les derniers chapitres dans mon premier livre. D'ailleurs, j'ai écrit tous les livres, si vous voulez. J'étais motivé pour écrire ce livre, pour critiquer la vision nationale sioniste, qui est basée, comme le monsieur a dit tout à l'heure, sur plutôt les idées nationales à l'Europe centrale et à l'Europe orientale. Ça veut dire ni les traditions françaises, ni les traditions britanniques, la façon d'accepter le nationalisme ou américain, n'est pas les bases de l'idée sioniste, c'est plutôt, si vous voulez, quelque chose entre les concepts ethno-biologiques allemands et ethno-religieux polonais, ukrainiens, lituaniens, etc. Quelque chose entre les deux. Et c'est la raison que j'ai écrit, comme israélien, le premier livre, pour décomposer cette idée qu'il y a une ethnie à travers l'histoire qui a les mêmes origines. C'est-à-dire, je voulais expliquer aux Israéliens surtout que leurs ancêtres n'étaient pas les Hébreux, comme vos ancêtres n'étaient pas les Gaulois. Sauf que... Ah, vous doutez de ça? Il ne faut pas rire. Si j'aurais donné cette conférence il y a 100 ans, ici à Paris, je ne pourrais pas blaguer sur cette... avec Lavis et tout ça. Même que Lavis savait très bien que les Français modernes ne sont pas des descendants des Gaulois, mais il a pensé que c'est utile. Hein? Le malheur est que les Israéliens croient, et beaucoup de Français dits juifs ici, croient qu'ils sont descendants directs des Salomon, David et tout ça. C'est pas une blague. Même s'ils sont tellement beaux, colorés en Israël, ils croient toujours qu'ils sont descendants directs. Ce n'est pas une blague. Il ne faut pas blaguer et rigoler. C'est un malheur qui peut se terminer mal. Ça, c'est une chose à propos de... La deuxième question était sur la... La création de l'État d'Israël n'est pas tout simplement... Non, vous savez, premièrement, je suis très, très prudent, dernièrement, plus en plus, avec le mot antisémitisme. Oui, je sais que je dois l'autoriser, mais j'essaie de l'autoriser le moins possible. Premièrement, parce que c'est les antisémites qui ont inventé les mots, c'est-à-dire plutôt les judophobes ont inventé ce mot, antisémitisme, qui est un mot terrible. Parce que dans le mot, on considère les juifs comme sémites. J'écris un livre entier pour montrer qu'ils n'ont rien à voir avec les Proche-Orient. Et je ne crois pas que le terme sémite est un terme sérieux du point de vue d'ethnie, race, etc. J'utilise le terme sémite seulement sur le niveau linguistique. Et le malheur du 19e siècle était que c'est glissé de linguistique à une conception essentialiste des nations. Vous comprenez? Donc je ne veux pas dire que le sionisme est antisémite. Est-ce que le sionisme est judophobe? Non. Mais on peut trouver dans le sionisme des traits qui... le sionisme a emprunté des judophobies. Mais je ne crois pas que le sionisme... pour ne pas abuser trop le mot, je ne définis pas le sionisme antisémite et je vous conseille de ne le pas définir. Parce que ce n'est pas exact. Je répète, on utilise trop le mot antisémitisme. On colle n'importe à quoi, à qui, aujourd'hui, le mot antisémitisme. Et vous savez ça très bien, dès qu'on critique Israël aujourd'hui, on est classé comme antisémite. Et on ne peut pas se libérer de ça. Donc je vous conseille de renoncer avec terminer le sionisme comme antisémite, même que je suis d'accord qu'il y a des traits qui sont empruntés, et nous savons ça très bien. D'ailleurs, regardez les affiches du mouvement sioniste dans l'année 30 et voir comment il décrit le nouveau sabre, le nouveau colon, c'est toujours comme le grand arien blond comme ça, et très joli, pas un petit juif.
Non, il y a des posters incroyables, incroyables. Donc, non. Le sionisme a voulu sauver les Juifs. Je crois que le sionisme a vu juste qu'est-ce qui se passe à l'Europe de l'Est et centrale. Il a senti, parce qu'il n'était pas très intelligent, mais Herzl a senti. Parce que Herzl était très nationaliste, il a compris beaucoup mieux que les autres, socialistes, bundistes, marxistes, etc., que l'avenir des Juifs à l'Europe de l'Est et l'Europe du Centre n'est pas sûr. Que quelque chose de mal puisse se produire. Je suis très loin d'Herzl, mais j'accorde une chose. Son intuition était juste voir que l'Europe peut, comme je dis, faire quelque chose de vraiment mal aux Juifs. C'est-à-dire, sur le niveau thérapeutique, je m'oppose au sionisme. Je ne suis pas sioniste. Parce que c'était fait sur le compte des autres. Mais si, sur le niveau des diagnosis, on dit diagnostic, je crois qu'il a eu raison. Vous comprenez, c'est difficile pour des gens admettre ça. L'idée de bâtir un État juif dans un pays que la majorité écrasante n'est pas juif, rétroactivement, ce n'est pas moral. Vous êtes d'accord ou non? C'est-à-dire, les sionistes n'ont pas eu l'idée de venir comme les Juifs arrivent à New York, à Paris, à Londres, comme des voisins, nouveaux voisins. Non, ils voulaient créer un État juif. Bon, il y avait un marge très petit de courant qui a dit au moins un État binational. Très peu. Mais c'est à l'époque que les Juifs étaient une minorité incroyable. Ils ont parlé sur l'État binational. Certains professeurs. Mais l'idée centrale du sionisme était de bâtir un État juif à un pays, à un territoire que la majorité écrasante n'était pas juive. C'est-à-dire, à la date des déclarations de Lord Balfour, le gouvernement britannique, 17 décembre, non, je me souviens. Novembre. À cette date-là, la guerre n'a pas terminé encore. À cette date-là, il y a en Palestine 700 000 Arabes, après les chiffres britanniques. Et il y a à peine 60 000 Juifs. Une partie seulement sioniste, une partie religieuse. Balfour a dit ça. Ce n'est pas important. À 17, vous savez, les êtres humains hors d'Europe étaient très très petits. Même aujourd'hui, ils ne sont pas très grands, mais un peu plus grands. Beaucoup. Non, l'orientalisme fort de toute la politique d'impérialisme britannique, français, on n'a pas vu. La terre était vide, vous comprenez? Et Balfour déclare. Oh, le non-juif là-bas, bon, je sais qu'ils existent, mais l'histoire, la religion est plus importante. 70 000 à peine, 700 000 de population arabe, je ne dis pas encore palestinienne, sur la terre de Palestine. Je vous avais répondu. Trop long. Monsieur, d'abord, vous avez la parole. Alors, bonjour Monsieur Sand. Bonjour Monsieur Sand. On entend ou pas? Non. Donc parle Bon. comme moi. Voilà. Bonjour Monsieur Sand. Je ne vais pas vous cacher. On a besoin. Je ne vais pas vous cacher que je ne partage pas vos thèses. Que je dois peut-être être Heureusement. seul dans la Ah non, non. Prenons des comptes, on enregistre. Voilà. Non, Donc, non, il y a aussi des agences de Mossad ici. Non, je ne suis pas du Mossad. Blague. Je ne suis pas du Mossad, je suis un... Non, non, si vous étiez au Mossad, vous n'aurez pas Je pris ne la suis pas parole. du Mossad. Je n'ai pas cette prétention, je suis un citoyen français. J'aime beaucoup l'État d'Israël. Donc moi, déjà, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est jusqu'où êtes-vous capable d'aller dans votre éthique et dans votre morale, puisque vous déniez le droit à l'État d'Israël, puisque vous niez le droit historique aux Juifs, vous le niez, vous l'avez dit.
Ça c'est Vous l'avez sûr. nié, le droit historique. Ça c'est sûr. Alors, vous niez le droit historique aux Juifs. Je ne parle pas au peuple juif globalement. Aux Je Juifs. parle aux Juifs d'avoir leur État. D'avoir leur État. Je n'ai pas dit ça. Ah si, c'est écrit, vous l'écrivez. Vous savez, Vous l'écrivez. jamais tu ne vas pas trouver. Je nie les droits historiques des Juifs sur la terre de Palestine. En niant le fait que les racines du peuple juif sont sur cette terre, vous le niez. Vous dites que les Juifs sont une invention de l'esprit sioniste. Non, Le peuple juif. jamais. Le peuple juif. Vous dites comment le peuple juif Excusez-moi. fut inventé. Vous savez, on ne peut pas. Alors attendez, je veux juste aller. Non, Je non, vais non, aller au bout je- de ma question. Non, 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 je Donc, n'ai attendez. pas arrêter. Non, Je non. voulais vous demander une petite chose. Voilà. Le glissement de mots est très important sur tous les débats, historiques, politiques, idéologiques. Le glissement de mots, regardez, c'est bien. J'ai dit que je nie les droits, d'ailleurs je suis contre le concept de droit historique, mais je nie les droits historiques des Juifs sur la terre de Palestine. Je ne nie pas les droits des Juifs. Mais au nom de avant. quoi Il a mis sa phrase, Au déjà. nom de quoi vous le niez Au nom de quoi vous le niez Vous êtes qui Vous êtes qui par rapport à la majorité du peuple juif Termine, je vais répondre. Vous êtes qui Excusez-moi que je vous Voilà. ai répondu. Parce que vous vous rendez pas compte que vos écrits servent une partie des plus extrémistes côté musulman ou côté antisémite pour dire les juifs n'ont strictement rien à voir avec cette terre. Donc vos écrits sont utilisés. Hein. Donc moi je voudrais terminer juste ma question. Voilà. D'un point de vue éthique et moral, comme vous dites que Israël est une puissance occupante, ok? Alors êtes-vous capable aujourd'hui de dire je rends mon passeport israélien, je ne me sens pas israélien, je n'ai rien à voir avec cette terre. Et par exemple, là, votre livre, dans Comment la terre d'Israël fut inventée, vous dédiez ce livre aux habitants du quartier, aux habitants de Hacher Mouanis. Hein, êtes-vous capable de rendre à l'autorité palestinienne vos biens fonciers? Voilà. C'est bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Êtes-vous capable d'aller jusqu'au bout? Oui. Puisque, Après voilà, votre avis. il faut aller au sacrifice. Après votre avis. Vous laissez Je vais répondre à... donner votre... Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est très bien que vous avez posé ces questions. Je vous respecte. J'ai jamais dit que les Juifs n'ont pas le droit à un État. Si c'était au Sahara, au milieu du Sahara, l'idée de bâtir un État des Juifs purs, c'est leur affaire. J'ai rien contre. D'accord? J'ai précisé que je suis contre le droit historique des Serbes sur le Kosovo. Exactement, je suis contre le droit historique des Juifs sur cette terre parce qu'ils n'étaient pas expulsés. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu une partie de mon premier livre. Le peuple juif, bien sûr que je l'ai. Oui, donc vous savez très bien mon idée que les populations palestiniennes en place, s'il y a une chance que quelqu'un est vraiment descendant, pas direct, hein, c'est plutôt les Arabes en Palestine. Non, maintenant, jusqu'à la fin. Sinon, ce sera un bagaille. Parce que, Non, attends, Vous êtes attendez, parce que là, ce n'est pas. l'identité palestinienne. Excusez-moi, j'arrête. L'identité Je voulais palestinienne. vous répondre sur chaque point. L'identité Si vous voulez un dialogue, ce n'est pas honnête pour les autres comme... L'identité palestinienne. Est-ce que vous voulez un dialogue? L'identité Je vous palestinienne invite. que vous dites, Je vous n'est pas, invite. comme vous critiquez Monsieur, l'identité je crois qu'il y a une israélienne. règle. Attendez, il y a Ce une n'est règle. pas honnête, monsieur. Monsieur, vous L'identité n'avez... palestinienne. Dites exactement d'où viennent les Palestiniens. Puisque vous dites les Juifs viennent Vous voulez un d'Europe dialogue, de ce l'Est, n'est pas viennent de honnête à des Babel autres. Ouest. Écoutez maintenant. Dites d'où Monsieur, viennent exactement vous avez posé une les question. Palestiniens Monsieur, vous d'origine. avez posé votre Ils question. viennent d'Égypte, ils viennent de Syrie, ils viennent d'Arabie Saoudite, ils viennent de tous ces endroits-là. Ils n'ont pas eu une identité palestinienne propre. Et ça, vous ne le dites pas, ni dans le premier, ni dans le deuxième. Non, s'il vous plaît, vous arrêtez. Ne corrige pas. Vous avez posé une bonne question. N'essayez pas de me corriger sur le plan historique, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas un dialogue. Pourquoi? Non, parce que ce n'est pas un dialogue. Si vous voulez qu'on va manger ensemble après, on pourrait faire un dialogue. Ok. Pas ici. Vous avez une question, je réponds. Ok. Je vous respecte par les questions.
Donc, je dis qu'il n'y a pas un droit historique, parce qu'après 2000 ans, je ne crois pas que des populations ont des droits historiques sur la terre. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il faut chasser les Francs d'ici. Vous savez, les Francs, ils ont envahi cette région, le Gaule, non? Les Francs. C'était des envahisseurs, des concurrents. Et tu sais, je ne propose pas aux Français de se débarrasser des Francs. Même que c'est beaucoup plus court de 2000 ans. Maintenant, pour être sérieux, monsieur, dans mon premier livre, j'ai essayé de montrer qu'une partie de cette population n'a pas bougé parce que les populations des paysans travaillent leur terre. Ne me dérange pas. J'ai fait un signe de la tête. Je sais pas. C'est déjà trop, ça. monsieur. C'est déjà trop. Non, pour moi, c'est ça. Je suis d'Israël. Je voudrais souligner, non, il n'y a pas un droit historique. Oui, il y a un processus historique. Le sionisme a réussi à créer un peuple là-bas, avec une culture propre, avec une langue propre. Pas les langues des Juifs du monde, les langues des Israéliens. Il y a une littérature, il y a cinéma, théâtre israélien. Donc il y a un phénomène national très important en Israël. Le sionisme a réussi à créer un peuple nouveau. Deux peuples nouveaux. Le deuxième peuple est le peuple palestinien qui a été créé par la colonisation sioniste. Vous savez que beaucoup des étudiants ici n'aiment pas cette partie de phrase. Mais l'important est qu'à cause de ce processus historique, j'ai toujours, toute ma vie, monsieur, pensé qu'il ne faut pas mettre en question l'existence de l'État d'Israël. Jamais je n'ai pas pensé, et je ne crois pas, avec les années qui me restent, que je vais mettre en question l'existence d'Israël. Donc, si Israël a le droit d'exister, et ça c'est important, elle n'a pas le droit de garder une autre population durant 45 ans. Pas 45 jours, pas 45 mois, 45 ans. À la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, garder une population entière de à peu près 4 millions de Palestiniens, sans aucun droit politique, sans aucun droit civique, sans aucun droit syndical, sans droit d'autodétermination et de souveraineté de soi-même. Donc, ça, c'est pour moi, comme Israélien, c'est insupportable. Je ne crois pas qu'on pourra vivre comme ça, à côté des territoires occupés, avec une réalité d'apartheid là-bas. Non, 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 non. Non, non, excusez-moi, ne me dérange pas. Sinon, j'arrête de vous répondre. Vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a pas d'état. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas écouter, pourquoi vous avez posé... Non, dialogue, non, j'aimerais. Non, non, écoutez, monsieur, alors c'est moi qui reprends. Monsieur, monsieur, mais non, vous n'avez pas le... Il y a un juge. Monsieur, on vous demande de vous arrêter. Qui a démis de ses fonctions Ehud Olmert. C'est un juge arabe. Vous ne pouvez pas dire ça. Monsieur, je souhaite qu'on change de ton. Il y a ici, donc c'est vous qui nous énervez. Il y a 50 personnes ici et j'entends que chacun puisse s'exprimer. Vous l'avez fait, je vous en remercie, on vous a répondu et maintenant on continue le débat autrement. Que ce soit bien clair. Qui veut pas prendre la parole? Voilà, monsieur, allez-y. Bonjour. Je me permets de quitter, devant ma question, de quitter juste le fond de votre livre. En se basant sur la réaction du monsieur, je voulais vous demander comment est-ce que vous vivez vos recherches et comment est-ce que vous enseignez quand on vit en Israël avec les questions que vous avez. Enfin, dans la situation actuelle, comment est-ce qu'on fait pour avancer et avoir la force de rester en Israël actuellement quand on voit que d'autres historiens, enfin, comme Ilan Pappé, n'ont pas été poussés à l'exil, mais ont dû en tout cas partir pour continuer à exercer, ou d'autres. Non, on n'a pas... Merci. On n'a pas interdit à Ilan Pappé d'enseigner. Il faut faire attention, comme les propos antisémites, les glissements. Là. Non, il ne faut pas. Ilan Pappé a cessé parce qu'on l'a emmerdé trop. Vous savez, on n'a pas tué Jésus, on l'a emmerdé jusqu'à la fin. Non, vous savez, on est une société encore assez libérale. On ne comprend pas à Paris le mot libéral, c'est-à-dire qu'il y a un pluralisme politique,
il y a une autonomie relative assez forte jusqu'à les dernières années, comme Bourdieu dit, dans les champs universitaires. Et d'ailleurs, et ça c'est important, j'ai jamais appliqué le mot apartheid sur Israël, j'ai appliqué le mot apartheid sur les territoires occupés. En Israël, il y a une ségrégation, il y a des citoyens palestino-israéliens de dizaines de degrés. Mais il n'y a pas un apartheid en Israël, il y a un apartheid dans les territoires occupés, ça veut dire que les colons n'habitent pas avec des Palestiniens, il y a une Palestinienne de la colonie. Et aussi, ils ont des routes complètement séparées, tout est séparé. Maintenant, comment moi j'ai continué à vivre là-bas? Oui, on m'emmerde plus. D'ailleurs, les conditions sine qua non d'écrire ces deux livres, c'est être titulaire. Vous comprenez? Avant, je n'aurais pas osé. Parce que je ne pourrais pas. Bon, on me critique, on ne me respecte pas, on m'emmerde pas mal, on m'ignore. Mais parallèlement, et ça, il faut comprendre sur Israël, le premier livre a été 19 semaines best-seller, celui-là, 10 semaines best-seller. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui ne me supportent pas, mais il y a beaucoup de Tel Aviviens qui m'aiment beaucoup. J'ai été, il y a quelques mois, élu comme une des personnes les plus aimables à Tel Aviv. C'est bizarre. Pas à cause que je suis sympa. Parce qu'il y a des gens qui lisent. Tel Aviv n'est pas Israël. Il y a une jeunesse là-bas laïque, républicain et démocratique, mais minoritaire. Une petite minorité de la société globale en Israël. Je vous avais répondu. Ça ne veut dire pas que l'année prochaine, je pourrais enseigner. On sait surtout que ça, c'est important. La première fois dans l'histoire universitaire israélienne, le gouvernement intervient et, comment dire, annule certaines autonomies. Il essaye de forcer à l'université de Ben-Gurion de fermer un département, qu'il y a trop de gens non-sionistes, post-sionistes, anti-sionistes dans ce département. C'est la première fois que c'est arrivé. À l'honneur de l'université, le président de l'université de Ben-Gurion, de Beersheba, qu'on essaie de lutter contre cette décision. C'est la première fois, c'est une mauvaise signe. Monsieur? Oui, dans la continuité un petit peu de ce que vous venez d'exprimer, vous-même, vous pouvez vous exprimer en Israël, d'autres personnes aussi, d'ailleurs, je pense peut-être à M. Vidal ou à M. Warshawski, qui peuvent effectivement s'exprimer. Par contre, vous avez parlé de la condition des Palestiniens, des territoires occupés, etc. etc. Alors, la question, elle est courte, mais la réponse est peut-être difficile. Israël, actuellement, avec le pouvoir politique actuel, est-elle une démocratie? Non, jamais elle n'était pas. Elle est un pays, je dis, avec une culture libérale, c'est-à-dire de pluralisme politique. Mais pour moi, et je crois que pour chaque républicain ici, je suis sûr que vous êtes la majorité, peut-être, je ne veux pas coller à vous et cette nom, que vous êtes en majorité républicain, ça veut dire que vous pensez que l'État appartient à ses citoyens. Sans distinction, non? C'est une division. Un État, ce n'est pas seulement une expression des rapports de force sociale, c'est aussi toujours, mais c'est aussi une institution qui est une expression de toute la communauté civique. Et voilà, dès le début, l'État d'Israël ne se définit pas l'État des Israéliens, citoyens israéliens, sans distinction. Il se définit d'État des Juifs du monde, l'État des peuples juifs. Ça veut dire que votre cher Bernard Lévy, votre cher André Glucksmann, et peut-être, je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas votre cas, l'État vous appartient à ces gens-là, plus qu'à mes étudiants israéliens qui parlent hébreu, qui ont, comment dire, ils connaissent les cultures israéliennes par cœur. Ils aiment les films israéliens, parce que les films israéliens sont en majorité très critiques face à la culture dominante. Donc, cet État, sous le niveau émotionnel,
mentale et sur les bases constitutionnelles de cet État ne l'appartient pas. Il ne dit pas, nous sommes avant tout un État de citoyens israéliens. Et un Français d'origine juive qui se considère comme juif peut arriver, dans une semaine il peut avoir la nationalité, sans faire aucun effort à apprendre l'hébreu ou l'arabe. Ou l'histoire juive, ou l'histoire du sionisme, ou l'histoire d'Israël, et devenir un citoyen, retourner, acheter peut-être un appartement à Natalia, et retourner à Paris. Parce que la majorité écrasante des Juifs dans le monde ne veut pas émigrer en Israël. Hélas, Woody Allen ne veut pas vivre avec moi. C'est dommage, parce que je l'aime beaucoup. Je ne sais pas, mon ami ici, s'il ne veut pas vivre avec moi. Mais, et c'est important, il y a un comportement bizarre des Juifs dans le monde, ceux qui se considèrent juifs. Affinité avec Israël, c'est normal pour moi. C'est idiot de critiquer une affinité avec Israël. À cause de l'histoire du XXe siècle. Mais avoir le sentiment que c'est leur État et vivre à Paris, leur État et vivre à New York. Et plus de ça, c'est ça qui m'aide. Mais hors de moi, justifier la politique expansionniste d'Israël, parce que comme ça, la propriété est plus grande. Maintenant, comme je suis politiquement un homme très modéré, je ne rigole pas. Je suis toujours pour deux États. Confédérés. Parce qu'on ne peut pas vivre sans les Arabes au Proche-Orient. On est trop serrés ensemble pour une séparation complète. Deux États confédérés au Proche-Orient, c'est mon rêve qui est en train de disparaître. Je ne crois pas qu'un changement profond puisse sortir d'Israël elle-même. C'est la raison que j'exige de tout le monde, juif ou pas juif, de faire la pression qu'Israël se recule vers les frontières de 1967, qu'il reconnaît un État palestinien avant que ce sera trop tard, pour son survie au Proche-Orient, qui se transforme en une république de ses citoyens. Oui, cet État peut rester un refuge pour juifs qui sont pourchassés à cause de leur origine ou de leur foi. Je ne suis pas pour couper le rapport. Vous comprenez? Je ne crois pas qu'il y ait un antisémitisme public, politique dans le monde occidental. Mais qui sait? C'est la raison que je dis, oui, l'État peut rester un État de refuge. Mais pas l'État des peuples juifs, pas l'État des Juifs. Oui, l'État de mes étudiants qui se sont aliénés complètement, qui sont majorité au Galilée, et demain ils vont faire une révolte au Galilée, en Kosovo, au Galilée. Pourquoi? Parce que si l'État est juif, si l'État n'appartient pas, ils vont faire l'acte démocratique que les Kosovars ont fait face aux Serbes. Nous voulons une séparation. Ou que ce sera un État israélien de tous ses citoyens, ou que vous voulez, ils ont majorité au Galilée. Vous savez, les Galilées, notre Provence, au nord, ils vont avoir raison. Oui, ils vont se cheminer vers le massacre. J'espère que je vous avais répondu. Non? Madame, vous avez le micro. Deux petites questions. La première, c'est est-ce que le simple fait que... est-ce que la preuve de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien historique entre la terre d'Israël et le peuple juif, non, ou c'est une construction? Non. Je dis il n'y a pas un droit historique. Un droit historique. Il y a un lien, une affinité profonde religieuse vers la terre sainte. Exactement que les musulmans ont un rapport, une affinité profonde avec des lieux saints, sacrés. Les juifs ont toujours eu des liens d'affinité métaphysique vers les choses les plus sacrées que c'est Jérusalem. Donc il faut ne pas glisser les mots. Je n'ai pas dit lien, je n'ai pas dit affinité, même nostalgie imaginaire religieuse, j'ai dit droit sur la terre. Maintenant, vous pouvez continuer. Est-ce que le simple fait qu'on a envisagé d'autres
terre que celle d'Israël pour créer cet État d'Israël? Oh, c'est le voulait Ouganda, vous savez, il a accepté Ouganda. Elle a été refusée en bloc. Elle a été refusée parce que, vous savez, dans les mythes nationaux, on accuse toujours les bagages auparavant. Si c'est raciste, si c'est religieux. Oui. Ah, pardon, Allez, ah, tu n'as allez, oui. Vous êtes en train d'y répondre en fait. Non, 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 excusez-moi. On va essayer de faire Excusez-moi, oui, oui, non, non, je m'excuse. vraiment. Je suis un peu fatigué, mais... Allez-y. Allez-y. Ma deuxième question, c'était, Excusez-moi. suivant le raisonnement qui est le vôtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit d'un peuple sur une terre, pas plus, les Serbes n'ont pas de droit sur le Kosovo, pas plus que les Indiens sur Manhattan. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui, retourner sur ce raisonnement contre vous, en disant, après 45 ans d'occupation d'Israël, d'occupation des territoires occupés, pardon, les Palestiniens n'ont plus de droit sur cette terre, puisque d'autres que eux l'occupent. Non, je me fais l'avocat du diable. Non, vous faites bien. Sauf qu'une petite chose qui manquait dans la question. Et ça, c'est important. Premièrement, ils n'ont pas parti après 60, presque pas parti à 60. Ils sont là-bas. Bon, si Israël le propose une citoyenneté, pleine citoyenneté, ça change. Mais quel est le problème? Ils ne sont pas dehors, ils sont dedans. Ils vivent 45 ans sans aucun droit. Je crois que je suis toujours républicain. Le peuple, peu importe, peuple, population, qui vit sur une terre, ont le droit de vivre sur une terre. C'est la raison que j'accorde aux Israéliens. Les Palestiniens, dans le Cisjordanie, Gaza, ils vivent sur la terre. Mais je vais aller plus loin. Il y a 65 ans, une grande partie des Arabes de Palestine a fui, expulsé, sans qu'ils aient été déménagés. Vous savez ça? Pas 2000 ans, 65 ans. Ça, c'est une chose douloureuse, pénible, et il n'y aura pas d'accord de paix sans régler cette question. Donc, pour vous montrer comment j'essaye d'être modéré et chercher une solution, s'il n'y a pas de doute que les Palestiniens à Jaffa, les Palestiniens à Nazareth, les Palestiniens à Bethléem, Hebron ont le droit de rester, ça, ce n'est pas une question, parce qu'ils sont là. Le problème des réfugiés est plus compliqué pour moi. Comme je m'oppose toute la vie à la loi de retour, et c'était clair pour cette personne-là, loi au retour des Juifs, vous avez compris. Je crois que politiquement, je ne parle pas moralement, je ne peux pas accepter le droit au retour des Palestiniens. Je crois que les Palestiniens ont le droit sur toute la terre de Palestine, mais pas en droit au retour. Pourquoi? Parce que cette tragédie ne peut pas être résolue avec un droit au retour. Ce n'est pas mon égoïsme judo-israélien qui me dicte cette pensée, je crois, hein, j'espère, mais c'est pour mon côté de personne politique qui essaye de chercher une solution. Comme j'insiste, et j'ai dit, et j'ai répondu auparavant, qu'Israël ne peut pas être à la fois démocratique et juif, parce que c'est un oxymoron, parce qu'il y a 25% qui ne sont pas considérés comme juifs. Le deuxième oxymoron, pas moins important pour régler, ou pour créer un mouvement des juifs en arabe là-bas, c'est l'oxymoron de dire on reconnaît l'existence d'Israël, mais on reconnaît aussi le droit au retour. Et il s'agit à peu près de 5 millions de Palestiniens. Je suis dans le règlement du conflit pour un retour réel de certains Palestiniens qui ne menacent pas les morphologies culturelles existantes en Israël. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas une solution, ce sera abolir l'État d'Israël. Vous comprenez? Mais je reconnais les droits, ils étaient chassés à 48. Ils n'étaient pas déménagés. Je vis sur une terre des Arabes innocents qui ont parti à 48. Je respecte les rêves. Mais les rêves, ce n'est pas politique. Donc il faut accepter une partie des réfugiés en Israël pour montrer qu'Israël cesse d'être un pays raciste.
il faut déménager, Israël doit être à la tête de ce grand travail. Et surtout, pour le mémoire d'Israéliens, c'est la raison que j'ai ajouté l'histoire de ce village que j'ai vu, sans reconnaître la Nakba, sans reconnaître le destin des Palestiniens avec la création de l'État d'Israël, pas de paix possible en Proche-Orient. Bien. D'autres questions? Je voulais juste par rapport à votre dernière argumentation, je suivrai à peu près. Simplement, vous dites, j'ai l'impression que sur la question du je refuse le droit au retour des Juifs, c'est une pétition de principe, alors que votre affirmation du refus du droit au retour des Palestiniens, c'est une anticipation d'une négociation possible. C'est pas exactement, mais c'est pas facile à manier, je veux dire, mais c'est pas au même niveau, il me semble. Exactement, je suis complètement d'accord. Et pas seulement ça, moralement, c'est pénible pour moi, moralement, profondément, de mettre en question le droit au retour des Palestiniens. C'est pénible pour moi, c'est difficile pour moi, mais je crois qu'on ne pourra pas résoudre ce conflit, le plus long conflit national dans l'histoire du XXe siècle. Sauf que si vous ne l'affirmez pas comme un droit abstrait, enfin, je veux dire, il y aurait peut-être une possibilité de dire c'est vrai que ça devrait être comme ça, mais en fait, l'histoire est passée. En même temps, pour reprendre la question d'Adam par rapport le droit à l'occupation en fonction du temps, 130 ans de colonisation française en Algérie, ça n'a pas vraiment établi les droits des Français sur le territoire algérien. Ah, c'est plus compliqué que vous avez dit. Non, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, la France est coupable des faits à cause qu'ils ont résisté à la autodétermination des Algériens. Eux, ils sont en grande partie coupables des faits de cette immigration, de cet exil des pieds noirs. Et je crois toujours que l'Algérie doit accorder aux pieds noirs les droits de retour en Algérie. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc, mais on ne peut pas comparer. C'est ça, c'est très important. On ne peut pas. Vous savez, à 1948, il y avait des vagues des réfugiés indiens d'Inde, musulmans d'Inde, hindous de Pakistan, beaucoup des Allemands de l'Europe de l'Est. Dans tous les cas, les populations de réfugiés étaient accueillies par nation. Dans tous les cas, sauf les cas palestiniens. C'est le seul cas, le plus tragique, parce qu'ils ont resté dans le camp. Et toutes les nations arabes ne voulaient pas aider. Israël est coupable de cette situation de réfugiés. Mais les mondes arabes n'ont pas fait un grand effort pour aider. Ils ont laissé les Palestiniens dans la merde. Sauf une chose m'inquiète beaucoup. Éduquer des petits Palestiniens aujourd'hui dans les camps, qu'un jour ils pourraient revenir à Haïfa et Jaffa, je crois que c'est criminel. C'est aussi criminel éduquer les enfants judo-israéliens que le Nakba n'a pas existé. Madame, puis après on verra. Je voudrais juste réagir à ce que vous venez de dire. Moi-même, je suis libanaise. Donc ce problème, nous le vivons depuis très longtemps. Et j'aimerais juste défendre, j'allais dire peut-être la position de mon pays en parlant des réfugiés. Nous avons, parce que vous avez dit que si vous n'accordez pas le droit de retour aux Palestiniens, donc en Israël, il y aurait eu 4 ou 5 millions de Palestiniens, et donc il y aurait eu un déséquilibre, disons, culturel, peut-être historique, etc., en Israël. Mais ce problème peut exister aussi chez nous. C'est-à-dire, si nous donnons le droit à ces Palestiniens, qui malheureusement, humainement, évidemment, ils sont dans des camps depuis 50 ans, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit d'avoir la nationalité libanaise, ils n'ont pas le droit d'être propriétaires fonciers. Pourquoi? Parce que nous considérons que le droit de retour est un droit sacré. Et contrairement à ce que monsieur vient de dire, moi j'ai des amis qui ont, vous savez que Jérusalem avait 7 portes,
il y a des familles qui détenaient les clés de ces portes. Et j'en ai vu, et j'en ai dans ma famille par alliance. Donc, eux, ils ont le droit de revenir à leur maison. Ils ont encore les clés de leur maison. Malheureusement, je ferme cette petite parenthèse, c'est pour revenir à ce droit de retour que le monde, j'allais dire, refuse aux Palestiniens. Eh bien, en reprenant votre thèse sur ce déséquilibre qui pourrait exister dans un pays, eh bien pour le Liban, la majorité, vous savez que le Liban a énormément de problèmes de confession, parce qu'il y a, disons, on est à moitié chrétien, à moitié musulman. Donc, pour schématiser, nous ne sommes que 4 millions. Si on donne la nationalité de 400 000 à 500 000 Palestiniens, qui sont à majorité musulmane, à majorité, parce qu'il y a beaucoup aussi de chrétiens, mais ils sont à peu près 300 000 Palestiniens pour 100 000 chrétiens. Donc, si on leur donne la nationalité libanaise, il va y avoir un déséquilibre au Liban. Nous allons avoir le même problème. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est pas du tout parce qu'on n'a aucune envie de les aider ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est un problème démographique, et puis le droit de retour, de revenir vers leur maison, qui actuellement sont prises par des juifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Défendre ce droit. Ça veut dire le droit de retour. Laisser 4-5 millions de Palestiniens de retourner sur la terre de Palestine, à Tel Aviv, Jaffa, Haïfa, c'est ça. Le bottom line. Le résumé politique. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'eux puissent revenir, surtout ceux qui sont partis depuis 40 ou 50 ans, qui sont là à 1 kilomètre de leur maison. Ce décor. Oui. Excusez-moi, je voulais revenir à autre chose parce que je voulais poser la question. Il y a d'autres questions, madame. Oui. Faites court, je vais faire très court. Je viens de lire une étude qui est sortie en 1960, écrite par un général américain, et qui justement revient au droit des sionistes pour créer l'État d'Israël. Il paraît que Herzl, avec un groupe de sionistes, avait demandé aux Américains la condition d'empêcher l'immigration des Juifs aux États-Unis. Donc elle est conditionnée par l'intervention des Américains, militaires des Américains dans la Première Guerre mondiale. Non, ça ce n'est pas exact. Je viens de dire ce... Il y avait une pression plus tard des sionistes, d'ailleurs dans l'année 90, que les Américains ferment la porte de nouveaux immigrants russes, juifs, qui n'émigraient pas aux États-Unis, parce que Reagan a donné le droit des réfugiés politiques de l'Union soviétique. Donc Israël a fait n'importe quoi pour les cheminer en Israël, ne pas laisser. La majorité voulait aller aux États-Unis. Mais le grand problème que vous avez soulevé, sur le niveau mental, moral, je peux comprendre. Sur le niveau politique, je crois que c'est catastrophique. Parce que vous avez dit qu'il y a 400 000 Palestiniens au Liban, et s'il reste, ça va empêcher vous êtes chrétien? Ça n'a aucune importance. Non, parce que vous êtes déjà une minorité. Non. Les rapports de force, une des raisons de la guerre civile, pardon que j'ai posé. Ben, si vous voulez savoir, je suis musulman, mais marié à un chrétien. Ah. Vous êtes compliqué. Non, je rigole. Je voulais dire une chose. Les rapports de force entre chrétiens et musulmans ont changé déjà longtemps. Autrefois, il y a 60 ans, les chrétiens étaient majoritaires. Les musulmans, à toutes leurs couleurs, sont devenus majoritaires. Plus en plus. Les chrétiens ne voulaient pas accepter. C'est la base de la guerre civile à partir de 1976. Que les chrétiens ne voulaient pas accepter les principes démocratiques. Un homme, une voix. Jusqu'à maintenant, le Liban n'est pas un pays démocratique parce que les chambres des députés n'est pas composée comme dans la démocratie, un homme ou une femme, un vote. Ça veut dire dans la représentation en Liban, il y a un déséquilibre exprès, c'est-à-dire un chrétien vaut plus électoralement qu'un musulman. Et d'ailleurs, entre les musulmans, les chiites veulent moins que les sunnites.
je souhaite que la nation libanaise va vraiment devenir une nation. D'ailleurs, j'avais autrefois beaucoup d'illusions sur le nationalisme arabe. Je pensais que le nationalisme arabe arrive à créer des nations en Proche-Orient. Hélas, sauf peut-être l'Égypte, toutes les autres expressions nationales étaient laïques, étaient échec total. Maintenant, avec la guerre en Syrie, on voit ça clairement, que le baptisme n'a pas créé une nation syrienne. Et hélas, je crains qu'il n'y a pas vraiment une nation libanaise. Hélas, je dis. Je souhaite que demain, il y aura un Liban démocratique, demain, il y aura une nation libanaise indépendante, mais on est encore loin de ça. Et pas seulement à cause de Hezbollah. La chose importante est, si vous voulez vraiment savoir, les Palestiniens, une grande partie, premièrement, il y a 400, 150 déjà en partie sont intégrés dans la ville, 250 à 300 sont encore dans les camps. C'est-à-dire, pas toutes sont les camps. Maintenant, la différence culturelle, linguistique entre un Palestinien et un Libanais est 1000 fois moins grande qu'une différence entre un Palestinien et Israélien. Point de vue linguistique, culturel, etc. Avec tous les cas, d'ailleurs, historiquement, longtemps je ne savais pas, qu'une grande partie des Palestiniens qui ont vécu au nord de Palestine, en Galilée, historiquement, leur rapport culturel et linguistique avec les gens du sud Liban était plus grand qu'avec les Arabes qui ont vécu à Jaffa, à Beersheba ou à Jérusalem. Donc, vous savez, l'invention des nations, c'est une question que j'essaie d'aborder. Il y a beaucoup de, comment dire, de choses à faire. Je crois, par exemple, mon rêve, qu'Israël va accepter 250 000 Palestiniens qui vivent dans les camps en Liban. Pas parce que pour que vous pouvez se débarrasser des Arabes. J'aime pas ce mot. Oui, j'ai fait ça. Bon, on est entre des amis, d'accord? Non, mais ce n'est pas un blague. Mon rêve est qu'Israël va accepter un quart million de réfugiés palestiniens du Liban, parce que ça, ce n'est pas une menace sur la culture israélienne. Parce que les Palestiniens du Liban, c'est les réfugiés qui ont souffert le plus les derniers 65 ans. Le plus. Pas seulement 48. Aussi, à cause de la guerre de 82, de l'effort de Sharon de liquider le plus possible les Palestiniens. Donc, c'est les réfugiés, à mon avis, qui ont souffert le plus par Israël, par le sionisme. Je rêve qu'un quart million, pas tous, je ne vais pas les laisser débarrasser de tous. Non, mais franchement, linguistiquement, culturellement, un Palestinien beaucoup plus proche des Libanais non chrétiens, aussi des chrétiens, parce qu'une partie des Palestiniens ne sont pas musulmans, comme vous savez bien. Donc, vous savez, c'est avec malheur, je dis, qu'Israël, c'est-à-dire l'idée des droits de retour, ne peut pas être réalisée. Et en plus, les leaders palestiniens ont renoncé déjà longtemps sur le droit au retour en réalité. Les enfants dans les camps croient encore à ça. Mais comme Arafat a dit à Yasser Abedrabou dans les tabacs à 2000, il a dit, propose 400 000. Mon ex-collègue Shlomo Ben-Ami, qui était ministre de l'État, a dit 40 000. Vous savez qu'est-ce que Bernard Shaw a dit si on commence à parler avec des chiffres? Je ne veux pas entrer en détail, mais vous devez comprendre, dire 400, ça veut dire penser à 200. C'était clair. C'est mon rêve, je vous ai dit. Surtout avec les réfugiés palestiniens en Liban. Mais on ne peut pas résoudre le conflit. Et je crois que vous allez vivre longtemps avec des ex-Palestiniens. Longtemps. Mais vous comprenez, ce n'est pas une solution politique. Je sais que le rêve est grand. Mais si je ne peux pas justifier des rêves des sionistes, je ne peux pas accepter. Et pour vous dire toute la vérité, dans 200 ans,
si Israël va chasser tous les Palestiniens dans 200-300 ans, je ne vais pas accepter les droits des Palestiniens sur la terre. Vous comprenez? Il y a des processus historiques que chaque changement peut créer de nouvelles tragédies. Imposer à Israël, d'ailleurs il n'y a pas de force, mais imposer à Israël les 5 millions de réfugiés de retour, de tiers-monde à un premier monde, c'est créer un conflit qui ne sera pas, on ne pourra pas jamais le résoudre. Mais il existe. Bon, attendez, on va reprendre les questions. Je voudrais juste... Non, on va... Le conflit existe, mais il faut le... Il nous reste plus qu'un petit quart, à peine 10 minutes. Juste, moi je voudrais, non pas poser une question, puis ça va te faire te reposer une seconde. Non, juste, quand on parle de ce droit au retour, il y a tout de même plusieurs niveaux. On vient d'avoir le niveau un peu global, avec tout ce que ça avait comme application, mais il y a aussi, comme tu viens de l'évoquer, une réalité des négociations. Alors malheureusement, les négociations aujourd'hui, ça n'a plus de sens, mais si on regarde concrètement ce qui s'est passé dans ce qu'on a appelé à un moment donné le processus d'Oslo, avec Camp David, puis avec Tabar, comme tu l'as rappelé, moi je connais bien les négociateurs palestiniens, et ils étaient sur des bases qui consistaient surtout à vouloir obtenir le principe du droit au retour, la reconnaissance du droit au retour, mais en même temps, ils avaient une démarche très pragmatique, et quand on regarde par exemple ce qu'on appelle de manière un peu exagérée les accords de Genève entre Yasser Abed-Rabo et Yossi Beline par exemple, eh bien, quand on regarde comment ils traitent la question, ils le traitent avec trois solutions, enfin trois pistes. La première, c'est un retour en Israël, mais limité, et on parle de 100 000, 150 000, tu parles de 100 000. Ensuite, il y a un retour évidemment, qui n'est pas tout à fait un retour, mais en terre palestinienne, de l'État palestinien qui devrait voir le jour. Et puis il y a, c'est la base de la résolution des Nations Unies, la 194 sur le sujet, qui est dédommagé de manière assez forte tous ceux qui ne pourraient pas... Ça c'est clair pour moi, d'accord. Et donc, ces bases-là, elles sont relativement pragmatiques. Alors malheureusement, c'était en 2000 qu'on a discuté de ça. En 2012, je ne sais pas où on en est, mais en tout cas, les Palestiniens sont extrêmement clairs là-dessus quand on discute avec eux, et dans les textes qu'ils ont produits, ils ont sur ces bases-là, même s'ils continuent à parler de droit au retour. Voilà ce que je voulais dire. Non, mais je voulais corriger sur un point. Vas-y, corrige-moi. Non, il y a un brouillard. Les hommes politiques palestiniens continuent à mentir à leur peuple. Oui. Que ce sera clair. Il y en a d'autres. Pardon? Il y en a d'autres. Ça fait partie du boulot d'un... J'ai écrit des livres sur un grand mensonge sioniste. S'il vous plaît. On n'aime pas les sionistes. Mais vraiment. Je sais que chaque homme politique doit un peu, comment dire, ne pas dire des choses. Transiger. C'est clair, c'est ça la politique. Les choses qui m'inquiètent, que le droit au retour, c'est une arme pour les Israéliens. Pour dire, voilà. Ah oui, vous disiez qu'il y a on accepte l'État d'Israël. Non. Vous parlez sur 6 millions de réfugiés qui doivent retourner. C'est une arme israélienne de la politique israélienne. Moi, je demande, d'ailleurs, je ne dois pas demander trop, dans les décisions de 2002, mars 2002 de Ligue arabe, vous savez qu'il y avait une grande proposition de Ligue arabe en 2002 qui a proposé reconnaître Israël dans la frontière de 67. Il y avait un article sur le problème des réfugiés, et l'article sur le problème des réfugiés a dit qu'il faut régler ça avec l'accord de deux côtés. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire avec l'accord de deux côtés? C'est ça, pas droit au retour. L'OLP a signé ce document. Le gouvernement du Liban, à cette époque il y avait 2 ministres Hezbollah, ont signé ce document. De reconnaissance claire et nette. Une sorte de déclaration de Balfour arabe. Qu'est-ce qu'Israël a réagi? Comment il a réagi? Je me souviens, j'étais à Paris, mon ex-ami, l'ambassadeur, Eli Barnavi, a dit « Oh, ce n'est pas sérieux, cette décision. Ce n'est pas assez sérieux. » Il y avait une décision, la première fois que tout le monde arabe a accepté l'existence d'État d'Israël, et l'État d'Israël a répondu de non-lieu, clair et net, parce qu'Israël ne peut pas retourner aux frontières de 67. C'est ça la conclusion de mon livre. Vous comprenez? C'est ça le malheur. Mais que ce sera clair dans cette décision de Ligue avec la Hezbollah. Et on a dit qu'à propos des réfugiés, je demande une chose. Ne pas éduquer les enfants qu'un jour ils vont retourner vivre, pas visiter.
pas circuler, pas avoir été dédommagé, mais retourner vivre à Jaffa, c'est une légende qui ne nous approche pas améliorer le sort des Palestiniens dans le 21e siècle. Bien, on prend une dernière question, parce qu'on avait dit qu'on s'arrêtait vers 14h. Il y avait une question à ma gauche. Bonjour. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre honnêteté intellectuelle et en profiter pour vous demander quelle est votre position sur la question du partage de Jérusalem. Clair et net. Je suis pour 2 États avec une capitale de 12. Je voudrais que les drapeaux palestiniens flottent sur l'Aqsa. Si je suis un peu, comment dire, compromis sur le droit au retour, je ne suis pas aucun compromis. Les drapeaux palestiniens doivent flotter sur l'Aqsa. Vous comprenez? Jérusalem doit être la capitale de 2 États. Si on ne peut pas ménager une capitale de 2 États, il faut les partager. Mais je suis plutôt, je vous avais dit, 2 États. Il faut passer à une souveraineté palestinienne et après lutter pour construire une confédération. Et un jour, et c'est ça aussi mon rêve, ce sera après ma vie, il y aura une libre circulation de cette confédération. Vous comprenez? Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Non? Libre circulation, comme il y a une libre circulation dans la Confédération européenne, sauf pour les Tziganes. Bien. Écoutez, je vous propose d'en rester là sur ce rêve de Shlomo qui, j'espère, deviendra une réalité. Shlomo, merci infiniment.